Quand vous revoyez là, cette image, vous l'avez déjà revue, Oui. j'imagine, ça vous crée toujours la même émotion? Mais ça restera à vie, ça. Ça reste ce genre d'action où quand on est athlète, enfin pas forcément athlète, mais enfin, surtout dans le sport, on, on rêve toujours de l'action, le moment en fait, qui va te marquer une carrière, qui restera, on rêve tous de ce moment-là. Et moi, je suis tombé amoureux des Jeux Olympiques en 96, j'avais 7 ans et demi, à Atlanta, c'est les premiers Jeux Olympiques que j'ai suivis. Et j'ai toujours rêvé d'avoir cette médaille-là. Et d'avoir fait une action comme ça pour la France, pour ce sport, pour le basket. Et l'impact que ça a aujourd'hui, c'est qu'on m'en parle encore. On m'en parle tous les jours. Là, même en venant ici, quelqu'un m'a remercié par rapport à ça. Et on est plus d'1 an après. Donc c'est quelque chose qui restera. Et j'en suis assez fier. Surtout, c'est par rapport à... C'est bête, mais la première chose que j'ai pensé, c'est waouh, le poster d'un champ de mon fils, il va être sympa. Mais c'est vrai en plus. J'ai Il vraiment l'a dit, pensé à ça. Emmanuel Macron, pas uniquement dans la chambre de votre fils, mais dans toutes C'est les vrai. chambres d'ados de France et de Navarre. C'est vrai. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est pas forcément le comité d'organisation. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a eu le Covid entre-temps, le côté économique. Je le comprends, je le conçois. Mais je trouve ça grave, c'est que j'ai eu la chance, voilà, de jouer un peu partout en Europe. Voilà, depuis, je fais du basket. Je suis en équipe de France depuis 2004, si on compte les jeunes. Donc ça fait quasiment 18-20 ans que je sillonne l'Europe et le monde. Et à Paris, on n'a pas de salle, quoi. On n'a pas de salle pour accueillir le basket, on n'a pas de salle pour accueillir le volley, on n'a pas de salle pour accueillir le hand. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, le comité, quand vous leur Bah, avancez ces éléments, qui sont des arguments qui tiennent? pas grand-chose. Voilà. Après, c'est un problème qui date d'il y a 30 ans. On ne peut pas régler ce problème-là en 2-3 ans. C'est ça le problème. Alors après, ils font ce qu'ils peuvent, mais on sait très bien qu'il y a des solutions assez simples, mais bon, c'est pas à moi de choisir. Mais je veux mettre des sports en avant que je conçois et je comprends aussi. Voilà, j'ai essayé de faire entendre ma voix. Ça fera ce que ça fera ou ça fera rien, on verra. Mais bon, Parce qu'il faut dire, Nicolas, que votre papa, Richard, était lui-même basketteur. exactement. Il a disparu alors que vous étiez tout gamin. Mhm, Vous n'aviez que 2 ans. mhm. A disparu sur un terrain de basket. C'était d'ailleurs un sujet un peu tabou pour vous. On pensait que c'était une crise cardiaque, mais en fait, vous avez découvert que c'était une rupture d'anévrisme. Et cette découverte, vous l'avez faite alors que vous rêviez de la NBA et que il y a eu un problème au moment de la draft, hein, en fait. Hein. La draft, c'est un peu la bourse aux joueurs. C'est ça, Je c'est fais la ça. traduction pour nos téléspectateurs. C'est ça. Non, la draft, ouais, c'est là, entre guillemets, il y a 30 équipes en NBA, il y a 2 tours, 60 choix, et en fait, on est 400 à se présenter, on n'est que 60 à être choisis. Juste avant ça, on fait des batteries de tests dans toutes les villes, enfin les équipes. Enfin, c'est un long processus, dans au moins 3-4 semaines. C'est assez fou. Donc, bien sûr, qu'on demande les antécédents familiaux. Et moi, je dis que là, mon père est décédé d'une crise cardiaque, parce que c'est un sujet assez tabou que j'ai avec ma mère, c'est que j'ai jamais vraiment parlé avec elle. Bon, il est décédé sur un terrain de basket, j'avais 2 ans et demi. J'étais dans les tribunes avec elle, donc j'ai des souvenirs de ça, très quelques flashs, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a été tabou, et en fait, je me suis retrouvé quelques jours avant de vivre mon rêve, la draft NBA, où on me dit, où quelqu'un me décèle, soi-disant un problème cardiaque. Et on me dit, je pars à Cleveland faire un dernier test, et la fin de ce test-là, c'est où il est apte à jouer au basket, où il est apte à rentrer chez lui et faire autre chose, et d'arrêter tout de suite le sport. Donc c'était un peu le rendez-vous De la dernière chance. de la dernière chance, totalement. Et je me suis retrouvé dans une pièce, donc il y avait mon agent, il y a le médecin, il y avait un traducteur, et au téléphone, le médecin légiste de l'époque. Ah oui. Ah ouais, non, ça a été horrible. Ça a été horrible parce que j'ai dû revivre minute par minute par le médecin légiste qui raconte exactement ce qui s'est passé, et son diagnostic, enfin Les derniers instants ses de votre conclusions papa. exactement. Et ça a été un moment horrible. Mais en sortant de là, en fait, j'ai laissé le gamin dans cette pièce-là, en fait. Je suis vraiment sorti en étant quasiment fait mon deuil, quasiment, pas totalement, Mais comprendre, en tout cas. en ayant compris, en ayant passé à autre chose, entre guillemets, par rapport à mon évolution de basketteur. Enfin, c'est ce que j'ai cru à l'époque. Mais ça a été un drôle de moment, ouais. Est-ce que le sujet est toujours compliqué à aborder avec votre maman? Plus maintenant, mais ça l'a été surtout quand je suis devenu papa, Ouais. à mon tour, en 2016. C'est vrai que ma première année, ça a été compliqué pour moi
juste d'aller jouer. D'aller jouer, et pendant ce que mon père est décédé, j'avais 2 ans et demi. Donc on va dire que jusqu'à ce que mon fils ait 3 ans, j'ai vécu un petit enfer, en fait. Même pour aller jouer, c'était très dur. Ma femme me voyait partir en match, j'ai l'impression que je pensais que je n'allais pas rentrer. L'angoisse de la séparation. Surtout que pour moi, la même chose allait m'arriver, quoi. J'allais la laisser. Et je sais que ma femme, des fois, je lui disais, ne viens pas au match parce que j'ai pas envie de vous voir dans les tribunes. Enfin, je faisais un mimétisme et ça a été très, très, très dur psychologiquement pour moi. Ça, j'ai pas forcément raconté partout. Mais jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, ça a été très, très dur. Et ça a été quasiment en même temps que mes années difficiles à Charlotte. Parce que ça faisait une grosse partie de la chose, en fait. Je l'avoue, j'ai eu des matchs, avant de partir au match, j'étais en pleurs chez moi parce que pour moi, j'allais pas rentrer, quoi. J'allais pas rentrer, c'était très dur. On était en France quand c'est arrivé et je reçois un coup de fil de mon agent me dire voilà, les transactions NBA, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas le choix. Et on se fait échanger comme des pions, les équipes s'appellent entre elles, je te change ça contre ça, un peu comme on change les cartes ou les trucs comme ça quand on négocie. C'est un peu c'est le même système. Donc c'est un peu bizarre. Et mon agent m'appelle, on me dit ouais, Portland, t'as échangé. Et je ne sais pas où encore. Mais l'équipe qui te reçoit va t'appeler. Donc moi, on était à Paris. Donc je suis avec ma femme et je lui dis voilà, écoute, Portland, c'est fini. On part, mais je ne sais pas où encore. Donc on va déménager. Et je reçois un agent, donc ok, je sais l'équipe, mais je ne te dis pas laquelle, tu vas avoir une surprise. Et 10 minutes après, mon téléphone sonne. Et j'entends une voix grave, une voix très grave. Bonjour Nicolas, c'est Michael Jordan. Là, j'ai un blanc pendant 5 secondes. C'est assez... Ouais, je suis un peu... Parce que c'est une icône. Iconique. C'est iconique. C'est un athlète qui a la limite de la sanctification, quand même. Michael Jordan. Il a eu un impact dans le monde pas du basket, mais du sport en général, énorme, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et d'avoir ce coup de fil où il me dit certaines choses, ou qu'il essaie de me voir depuis un moment, qu'il était content de m'avoir, et ça booste une confiance. Bien sûr. Et ça booste une confiance, et la relation qu'on a aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de personnes, parce que vu la façon dont ça terminait à Charlotte, mais non, on s'est encore croisés il y a quelques semaines tout va très bien entre nous. Ouais. Bon alors lui, Aidan, 6 ans, qui fait déjà le spectacle. Ouais. Il a ça dans le sang? Oh oui. Oh oui, vous décelez déjà le don? Et même un Une peu capacité, trop, c'est vrai? Non, un peu trop. Il ne veut jamais s'arrêter. Après, il adore ça parce que c'est ma femme qui dit toujours ça. Elle dit, il pense à H24. J'ai fait, on va dire, on sait de qui il tient, malheureusement. Mais non, voilà, il est à fond là-dedans, quoi. Il est à fond là-dedans, et moi, ça me fait plaisir de partager ça avec lui parce que c'est ce que je dis toujours. Je suis content d'être ce qui m'a le plus manqué. Et c'est un peu ma phrase, mais c'est vrai, je partage ça avec lui. Voilà, moi, quand je jouais chez moi, sur mon petit panier, je jouais tout seul. J'avais pas mon père qui était là à côté de moi pour jouer avec moi, pour rigoler avec moi. Des fois, on joue ensemble, des fois, je martyrise aussi, j'avoue. Des fois, je joue comme si je jouais contre un mec de mon âge avec lui. Bon, de temps en temps, on rigole, mais on se fait des situations où on joue tous les deux, on partage, et c'est notre truc à tous les deux, quoi. Et il est fier de moi. Je dis toujours, il pense que je suis le meilleur joueur du monde. Je lui dirai la vérité plus tard.